Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 22 qui s'étale du 26 mai au 1er juin. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Sans plus tarder, plongeons-nous dans l'actualité de ce podcast avec au menu les articles de la semaine, les annonces en JA, nous poursuivrons avec les annonces en preview et nous terminerons par quelques décommissions. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Je n'invente rien, promis. Je vous propose de débuter nos articles en parlant d'agent IA ou agentique, un mot encore un peu assez peu courant, mais qui pourrait devenir central dans les architectures applicatives à venir. Microsoft vient d'annoncer une avancée clé avec Agent to Agent, A2A. Alors ce protocole va permettre à différents agents d'intelligence artificielle, qu'ils soient dans Azure ou dans chez d'autres fournisseurs cloud, voire même sur votre laptop d'ailleurs, de collaborer en toute sécurité. L'idée est simple, un agent ne doit plus être limité à son application. Il doit pouvoir discuter avec d'autres agents, partager des objectifs, s'envoyer des tâches et renvoyer des résultats, le tout de façon observable et gouvernable. Et ce n'est pas juste de la théorie, hein. Azure AI Foundry supporte déjà A2E, enfin A2A, pardon. Copilot Studio va pouvoir appeler des agents tiers. Semantic Kernel montre comment deux agents locaux peuvent coopérer. Avec plus de 230 000 organisations utilisant Copilot Studio, dont 90% des Fortune 500, Microsoft s'impose comme un acteur majeur de l'écosystème multi-agent. Ce que ça change, eh bien, on entre dans une ère où l'intelligence se diffuse dans les systèmes, au-delà des frontières techniques. Plus d'enfermement, plus de silos, juste des agents qui parlent le même langage. Et nous, dans tout ça, eh ben, nous verrons bien. À présent, je vous emmène là où très peu de personnes ont accès dans les centres de données de Microsoft. Alors, pas physiquement évidemment, hein, mais grâce à une visite virtuelle immersive que Microsoft met désormais à disposition de tous. Vous y découvrirez l'infrastructure qui alimente 60 régions cloud euh, dispersées un petit peu au travers de la planète, des systèmes de secours pour assurer une disponibilité 24/7, des innovations durables comme le refroidissement adiabatique et la gestion de l'air chaud, et même un assistant IA évidemment, qui vous aide tout au long de la visite propulsé par Azure OpenAI. Ce que j'ai trouvé particulièrement bluffant, la salle serveur avec des processeurs maison comme Cobalt, Maya, l'allée chaude qui monte à plus de 38 degrés pour optimiser l'énergie et la transparence autour des mécanismes de résilience. On pourrait se poser quand même la question si d'autres fournisseurs ou d'autres acteurs ne pourraient pas s'inspirer de ce qu'ils verront dans cette visite virtuelle pour justement essayer de faire monter en compétences et leurs équipes et de proposer quand même des services un petit peu à la hauteur de ce que peut le faire Microsoft. Que vous soyez architecte, décideur informatique ou simplement curieux comme moi, eh ben, cette visite vous donnera une nouvelle perspective sur la puissance invisible qui alimente notre monde numérique. Je mettrai évidemment le lien de la visite dans les commentaires du podcast. Alors, il y a quelques jours, Brad Smith, président du Microsoft, a parlé devant le Sénat américain de la course à l'IA. Sa vision, l'IA n'est pas seulement une technologie, c'est un tournant économique et géopolitique. Et les États-Unis ne gagneront cette course qu'en activant trois leviers. Le premier, l'innovation. Cela passe par des infrastructures d'IA de taille colossale,
des data centers, de l'énergie, des GPU, Microsoft y consacre plus de 80 milliards de dollars cette année, dont la moitié rien qu'aux États-Unis. Mais tout cela repose aussi sur la disponibilité des électriciens, par exemple. Un détail, pas tant que ça, l'un des points de blocage aujourd'hui, c'est justement la main-d'œuvre. Parce que Heu, créer des data centers, c'est une chose, ça permet de créer l'enveloppe, sauf que derrière, il va falloir équiper ces data centers. Il va falloir trouver les artisans, je ne sais pas si on peut parler d'artisans, en tout cas les entreprises qui vont venir équiper, ces différents, centres de données. Deuxième levier, la diffusion. Former les travailleurs, intégrer l'IA dans les écoles, les administrations, les PME. Pour Brad Smith, c'est simple, une technologie polyvalente n'apporte ses bénéfices qu'à ceux qui l'adoptent vite et largement. Et enfin, troisième levier, l'exportation. L'IA est aussi une bataille d'influence qui réussira à faire adopter ses standards à l'international. Microsoft vise sur la fiabilité et la coopération. Mais si les contrôles américains deviennent trop rigides, certains pays risquent de se tourner vers la Chine, par exemple. En résumé, l'IA n'est pas qu'une affaire de recherche ou de cloud, c'est un projet de société, d'économie et même de diplomatie. Et chaque pays devra choisir comment y participer. Terminons notre chapitre sur les articles de la semaine en évoquant un peu le Microsoft Build. Bah, évidemment, il a eu lieu la semaine dernière, donc on va quand même en parler un petit peu. Où GitHub a présenté une vision plutôt ambitieuse. Elle veut transformer GitHub Copilot en équipe DevOps autonome, pilotée par l'humain, alimentée par l'intelligence artificielle. Alors, fini le Copilot qui se contente de compléter du code. Désormais, il corrige vos bugs, il révise vos PR, il met à jour vos applis legacy en .NET et en Java, il surveille vos services avec un agent SRE intégré à Azure, il discute avec d'autres agents, comme on l'a vu un peu plus tôt, dans une logique multi-agent collaborative. C'est ce que GitHub appelle le DevOps agentique. Une orchestration fluide entre humains et IA pour supprimer la charge mentale, raccourcir les délais de mise en production et vous rendre la joie de coder, en tout cas pour les développeurs, hein, parce que même en faisant ça, personnellement, ça ne me donnera pas envie de coder. Et ce n'est pas qu'une question de productivité, c'est une vraie réinvention de l'usine à logiciel avec un objectif simple, vous remettre au centre de la création. Eh bien écoutez, je vous propose à présent de continuer avec les annonces en JA. Débutons avec Azure Virtual Machine où la fonctionnalité Azure Quota Groups fait son apparition. Alors cette dernière permet le partage de quotas entre plusieurs souscriptions Azure. Alors comment cela fonctionne concrètement? En fait, il suffit simplement de créer un objet groupe de quotas au sein d'un groupe de management et c'est ici que vous allez pouvoir gérer vos quotas. Donc, je vais prendre des quotas que j'ai en plus dans la souscription A, que je vais par exemple basculer dans la souscription B, ou par exemple, et ce que j'ai disponible dans la souscription B, bah, en mettre dans la souscription C, ou alors de la remettre dans la souscription A. Bon, le seul hic pour le moment, c'est que cette fonctionnalité n'est disponible que pour les contrats Enterprise Agreement et les souscriptions internes chez Microsoft. Mais bon, je pense que prochainement, ça viendra pour le grand public et ça intéresse évidemment surtout les grandes organisations, qui peuvent avoir parfois des petits soucis de quotas. Du côté de Azure Cosmos DB maintenant, où l'équipe produit annonce l'arrivée du SDK JavaScript en version 4. Alors il apporte évidemment de nombreuses améliorations, comme une journalisation des diagnostics optimisée pour un meilleur suivi des performances, une API de traitement en masse optimisée évidemment pour des opérations de données plus rapides, ou encore une conception de requêtes plus flexible. Alors n'hésitez pas à consulter la documentation officielle pour en apprendre davantage. Le service Azure Migrate prend désormais en charge la migration des disques SSD Premium V2. On va raccourcir sur l'acronyme PV2. D'ailleurs, l'équipe produit Azure Migrate recommande désormais l'utilisation des disques PV2 comme cible dans les régions où ils sont disponibles.
Un peu de réseau à présent avec Azure Front Door qui supporte maintenant les private endpoints pour les services Azure Container Apps et Azure Functions. Ainsi, ces services ne seront plus exposés directement sur Internet. Vous pourrez passer par votre instance Front Door pour rediriger le trafic en privé vers vos backends Azure Container Apps et Azure Function Apps. Alors, j'ai la mauvaise habitude de dire backend. Sur Azure Front Door, on appelle ça les origines. On continue avec le service Virtual Network qui propose désormais les subnets privés. Alors, c'est quoi un subnet privé? Eh ben, c'est tout simplement un subnet auquel on désactive l'accès sortant sur Internet. L'idée, comme vous le savez, est de ne plus proposer d'accès sortant sur Internet par défaut aux VM notamment, qui devront donc soit passer par une appliance, une gateway, un load balancer, bref. L'idée est de converger vers une stratégie secure by default. Justement, en parlant de sécurité, évoquons le service Azure Firewall qui propose maintenant des règles DNAT. Vous pourrez ainsi réaliser du port forwarding depuis votre solution de firewalling préférée. Un peu de stockage à présent avec le service Azure NetApp Files qui supporte maintenant le chiffrement basé sur Key Vault Manage HSM. Donc cette fonctionnalité offre une sécurité renforcée de FIPS 140 de niveau 2 à FIPS 140 de niveau 3 pour les déploiements critiques très prisés par des services financiers ou le secteur public, les télécommunications, pardon, mais aussi le secteur de l'énergie. Terminons les annonces en J avec le service Azure App Service avec la mise à jour d'App Service Hybrid Connection. Je prends mon plus bel accent anglais, hein. Cette nouvelle version, dont l'interface a été modernisée, offre plusieurs avantages comme la prise en charge des clients Windows et Linux, une journalisation ainsi qu'une visibilité améliorée sur l'état de fonctionnement, une interface utilisateur graphique actualisée ou encore une nouvelle interface de ligne de commande pour une compatibilité multiplateforme. Eh bien voilà, nous pouvons tranquillement passer aux annonces en preview. La première concerne d'ailleurs un nouveau service, à savoir Microsoft Planetary Computer Pro. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce nom énigmatique? De ce que j'en ai compris, Microsoft Planetary Computer Pro est une plateforme complète de données géospatiales conçue pour accélérer la génération d'informations géospatiales et leurs intégrations au workflow de données et au workflow d'intelligence artificielle. Cette fonctionnalité offre plusieurs features robustes pour ingérer, gérer et diffuser des jeux de données géospatiales, permettant ainsi aux organisations d'exploiter efficacement la puissance de ces données. Alors évidemment, vous allez me dire que ça s'adresse à une population très spécifique. Ben, vous auriez tout à fait raison. Donc nous verrons ce que l'avenir réserve à ce nouveau service. Du côté de Azure Backup, où l'équipe produit annonce la prise en charge des volumes Elastic-SAN. Vous allez ainsi pouvoir vous protéger des suppressions accidentelles, des attaques de ransomware et des mises à jour d'applications en exportant les volumes Elastic-SAN vers directement des snapshots. Vous aurez jusqu'à 450 points de restauration, pardon, avec une fréquence de sauvegarde quotidienne et surtout, le plus important, un support des volumes jusqu'à 4 téraoctets, ce qui est quand même pas mal, hein. Dans les annonces en JN, nous parlions de Azure Migrate qui prenait en charge les disques premium V2 SSD. Eh bien, sont également annoncés en preview la prise en charge des ultradisques. Toujours côté Azure Migrate qui propose maintenant une prise en compte des applications et plus seulement des serveurs dans la découverte pour une migration vers Azure. Cette fonctionnalité inclut l'identification de la stratégie de migration idéale entre réhébergement ou replatforming, selon les 6 R de Gartner, afin de permettre aux clients d'obtenir un aperçu du TCO, d'identifier les cibles, que ce soit du IaaS ou du PaaS, mais aussi de bénéficier d'un accompagnement personnalisé en matière de migration. Alors moi, je suis un peu curieux de nature et je me demande si ce sont les équipes Microsoft qui ont développé ce petit outil en interne ou, comme souvent, s'ils ont racheté une entreprise experte dans ce domaine et ont intégré la solution directement dans Azure
Maïgrette. Reparlons un peu d'Azure Front Door où les niveaux standard et premium prennent désormais en charge l'envoi de requêtes authentifiées à leurs origines via des identités gérées. Pardon. Donc cette fonctionnalité permet aux clients de sécuriser leurs origines en autorisant uniquement les profils Azure Front Door approuvés à y accéder, ce qui est plutôt cool. Du nouveau également côté Application Gateway qui prend en charge l'utilisation des événements envoyés par le serveur. Alors, les événements envoyés par le serveur utilisent la technologie serveur push sur une connexion HTTP persistante pour des mises à jour fluides vers les clients. Bon, perso, je ne maîtrise pas vraiment ce sujet, donc j'espère que cette info vous intéresse. Terminons les annonces en preview avec le service Azure Disk qui propose le redimensionnement à chaud pour les disques SSD Premium V2 et les disques Ultra Disk NVMe. Vous l'aurez compris, vous allez pouvoir redimensionner vos disques sans impacter vos applications, mais aussi vos services. Eh ben écoutez, nous en avons terminé pour les previews. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Je vous propose de passer aux décommissions. Alors, au sein de Azure AI Services, le langage Understanding, qu'on appelle également LUIS, sera retiré le 31 octobre 2025. Microsoft vous encourage à migrer vers la compréhension du langage conversationnel, une fonctionnalité d'Azure AI Service for Language. Le runtime pour Apache Spark 3.4 sera retiré de Azure Synapse Analytics le 31 mars 2026. Il faudra envisager une montée de version vers la version 3.5 de Apache Spark qui pour le moment est toujours en preview. Et concernant le service Microsoft Fabric, le runtime 1.2 sera retiré le 31 mars 2026 également. Il faudra également prévoir une montée de version vers la version 1.3 du runtime. Et bien voilà, notre épisode de podcast est terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée, vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode toujours aussi passionnant. Je vous dis à très vite.